Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord d'une friperie solidaire pragoise qui ouvre ses portes aux familles réfugiées d'Ukraine. Nous évoquerons ensuite un autre type d'aide proposée aux réfugiés d'Ukraine, une aide certes moins pratico-pratique mais tout aussi nécessaire, avec une initiative associative qui leur offre des consultations psychothérapiques gratuites. Enfin, alors que le 28 mars marquera le 340e anniversaire de la naissance de Comenius, nous parlerons avec l'autrice Lenka Horniakova-Sivad de son dernier roman, qui est consacré à ce grand pédagogue né en Moravie. Très bonne écoute. Parmi les initiatives les plus significatives destinées à venir en aide aux réfugiés ukrainiens, le projet caritatif Chatnik a vu un nombre exponentiel d'offres de dons depuis fin février. Lancé en 2021 par la journaliste de télévision Nora Fridrichova avec comme objectif initial d'aider les familles monoparentales, le projet Chatnik déploie aujourd'hui également ses efforts pour les Ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays. Anna Kubishta. Dobrý den, já se jmenuji Nora Fridrichová a vítám vás v našem šatníku. Bonjour, je m'appelle Nora Fridrichova. Bienvenue au Chatnik. Notre halle est ouverte aux familles ukrainiennes qui viennent ici tous les jours récupérer des vêtements, mais aussi des produits d'hygiène, de la nourriture, des jouets ou des couches. A tak podobně. Plenek máme třeba i spoustu. Srdečně vás zveme. Au grand marché de Holešovice, dans le 7e arrondissement de Prague, la halle numéro 13 est synonyme de bonheur relatif dans l'immense malheur qui a frappé la population ukrainienne. Pour toutes les femmes accompagnées de leurs enfants qui ont choisi la Tchéquie comme destination et qui pour une grande partie convergent vers Prague, c'est ici qu'elles peuvent trouver de quoi se vêtir et de quoi se nourrir à leur arrivée, elles qui ont tout laissé derrière elles en Ukraine et ne sont souvent parties qu'avec le strict minimum. Ukrajinské rodiny si hodně berou oblečení, protože sem přijeli s jedním kufrem, s jednou taškou. Toutes ces familles ukrainiennes qui viennent ici demandent beaucoup des vêtements et des chaussures. Ces personnes sont arrivées en Tchéquie avec une valise, parfois un simple sac. Nous avons distribué beaucoup de doudounes encore récemment. Les mamans sont également demandeuses de couches pour les plus petits. Et nous distribuons aussi des poussettes, car elles arrivent souvent avec leur bébé dans les bras. Tous les gens qui soutiennent notre Chatnik nous amènent aussi beaucoup de nourriture tous les jours. Et donc, nous préparons aussi des paquets avec des aliments frais. Ukrajinské rodiny tak nám vozí hodně jídla denně, takže děláme i balíčky s čerstvým jídlem, pokud ho máme. Journaliste à la télévision tchèque, Nora Fridrichova raconte qu'elle a commencé à s'intéresser au thème de la monoparentalité il y a des années, d'abord via son métier, touchée par ce qu'elle considérait comme un désintérêt flagrant des politiques vis-à-vis des problèmes de cette catégorie de population, des mères célibataires en grande majorité. Elle a organisé une première collecte de vêtements sur son lieu de travail en 2019. Le succès est instantané. La pandémie de Covid-19 et ses conséquences ont amplifié la détresse des familles monoparentales. Encore de manière relativement spontanée, la journaliste tchèque relance 2 collectes publiques de produits alimentaires, mais aussi pour fournir des ordinateurs portables aux enfants obligés de suivre leurs cours à distance. Face au succès non démenti des collectes, Nora Fridrichova et d'autres bénévoles ouvrent en 2021 le Chatnik au marché de Holešovice. Outre des vêtements, l'organisation invite également les gens qui le peuvent à du bénévolat pour proposer aux mères démunies des services de coiffure, de massage ou encore de manucure et aux enfants des cours de soutien scolaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine et l'arrivée massive d'une majorité de femmes avec enfants qui ont laissé leurs compagnons et maris derrière elles, c'est ici au Chatnik qu'elles peuvent donc se fournir en produits de première nécessité. To se hrozně mění podle toho, co nám dojde. No tak Les besoins changent selon ce que les gens nous amènent. Actuellement, nous avons largement de quoi faire avec les vêtements, donc on a arrêté d'en demander. L'autre jour, nous avons appelé à des dons de chaussures jolies et propres. Nous essayons avant tout d'offrir aux réfugiés ukrainiens des choses qui leur fassent aussi plaisir. Nous refusons les choses qui ne sont pas jolies et qui sont en mauvais état. Nous acceptons évidemment des produits alimentaires, encore et toujours, et des produits hygiéniques qui partent très vite. Notamment les produits d'hygiène féminine, vu que la majeure partie de ceux qui viennent nous voir sont des femmes. Les appels aux dons spécifiques en fonction des besoins présents des réfugiés sont régulièrement actualisés sur la page Facebook du Chatnik et la halle numéro 13 est ouverte tous les jours sauf le dimanche de 10h à 17h.
Alors que les réfugiés d'Ukraine continuent à arriver en République tchèque, nombre d'entre eux présentent des symptômes post-traumatiques et ressentent le besoin d'une aide psychologique. C'est à eux, mais également aux Ukrainiens vivant déjà en République tchèque, que s'adresse une initiative associative leur offrant 12 séances de consultation avec des psychologues parlant leur langue. L'association Dielam Co Muju est née au printemps 2020 pendant la première vague de Covid-19 pour répondre aux besoins en psychothérapie de milliers de personnes touchées par la situation sanitaire. Par le biais de son portail therapie.cz, qui permet des recherches filtrées dans une base de données de thérapeutes, elle facilite l'accès à la psychothérapie. Et aux plus démunis, elle propose 12 consultations gratuites, financées grâce à une collecte. Destinée initialement aux personnes touchées par la tornade qui a frappé la Moravie du Sud en juin 2021, ce service a maintenant été élargi non seulement aux Ukrainiens vivant ou arrivant en République tchèque, mais aussi aux bénévoles travaillant dans le secteur humanitaire en lien avec la guerre en Ukraine. Psychologue ayant travaillé dans le secteur associatif, et notamment en Géorgie, Sharka Saifertova a récemment décidé de s'inscrire sur ce portail pour proposer gratuitement des consultations en russe. Elle explique que les personnes intéressées par ces services sont de deux types. D'un côté, il y a des Ukrainiens vivant en République tchèque, parce qu'ils y étudient, par exemple, et dont toute la famille se trouve en Ukraine. Ils n'ont pas forcément pu garder le contact avec leur famille, parce qu'elle se trouve dans une ville encerclée, par exemple. Ce qu'ils éprouvent, ce sont avant tout des angoisses. Certains éprouvent également des sentiments de culpabilité ou d'insuffisance, parce qu'ils sont ici et pas là-bas. L'autre groupe, ce sont des personnes qui ont fui l'Ukraine, soit avant l'arrivée des Russes, soit plus récemment, fuyant des zones véritablement frappées par la guerre. Ces derniers sont donc des personnes en état de stress aigu. J'ai été contactée par des jeunes Ukrainiennes, mais aussi par des jeunes Ukrainiens. Il y a également une demande importante en thérapie pour enfants, mais cela ne fait pas partie des services que je propose. Chez les personnes qui ont fui l'Ukraine il y a peu, les symptômes provoqués par les traumatismes subis varient. Sharka Saifertova. Le plus courant chez les personnes qui arrivent actuellement d'Ukraine, ce sont des symptômes de stress aigu, qui sont des réactions au traumatisme qu'elles ont vécu. Ces symptômes peuvent être divers: difficultés de concentration, angoisse, dépression, insomnie, dissociation. Pour leur part, les Ukrainiens vivant en République tchèque et demandant une aide psychologique sont principalement poussés à le faire par l'anxiété qu'ils ressentent. Certains expriment également un sentiment de culpabilité à l'idée de se trouver en sécurité quand leur famille restée en Ukraine ne l'est pas. S'ils sont en contact avec leur famille, c'est cependant le ressenti de celle-ci qui peut les aider à déculpabiliser pour mieux vivre cette situation. Sharka Saifertova. Pour la famille restée en Ukraine, savoir cette personne en sécurité représente en général un grand soulagement. C'est un souci de moins, en quelque sorte. Par ailleurs, mes patients ukrainiens vivant en République tchèque prennent conscience que grâce au fait qu'ils sont en sécurité, une fois qu'ils auront repris des forces et retrouvé un certain équilibre, ils pourront à leur tour apporter leur aide d'une façon ou d'une autre. Pour Sharka Saifertova, le fait que le russe soit la langue utilisée dans ses consultations ne semble pas être problématique pour les patients ukrainiens russophones qu'elle a déjà pu rencontrer. Par ailleurs, en République tchèque, des psychologues originaires d'Ukraine proposent pour leur part des consultations en ukrainien. Et leur nombre devrait augmenter puisque parmi les réfugiés ukrainiens se trouvent bien évidemment de nombreuses personnes exerçant des professions du secteur médical. D'ailleurs, comme le dit Sharka Saifertova, à peine la frontière passée, 3 ou 4 psychologues ukrainiens se seraient déjà enregistrés auprès de l'Alliance psychologique tchèque pour les changements mondiaux, qui propose également des consultations gratuites aux personnes touchées par la situation en Ukraine.
Le 28 mars 2022, 340 années se seront écoulées depuis la naissance de Jan Amos Komenski, dit Comenius, un philosophe, théologien, grammairien, mais aussi et surtout un grand pédagogue qui a révolutionné en son temps l'éducation et l'instruction des enfants. Né en Moravie et exilé une grande partie de sa vie en raison de son ralliement à la Réforme, Comenius a fini sa vie aux Pays-Bas. C'est à Amsterdam qu'il a probablement côtoyé le grand maître Rembrandt, un tableau non signé mais supposé le représenter, suggérant la possibilité de cette rencontre. Celle-ci est au cœur du dernier roman de l'écrivaine tchèque de langue française Lenka Horňáková-Sivad. Dans Un regard bleu, paru chez Alma Éditeur, elle propose le dialogue imaginaire de ces deux hommes aux visions du monde opposées et pourtant reliés par un même intérêt pour l'humain. De manière étonnante, cette conversation entre un penseur d'une Europe centrale si souvent au cœur de l'histoire et pourtant tout aussi négligée, avec un représentant d'une des grandes traditions picturales de l'Occident, résonne de manière très actuelle avec le fracas des événements présents. Lenka Horňáková-Sivad répond aux questions d'Anna Kubishta. Lenka Horňáková-Sivad, bonjour. Bonjour. Alors, on est là pour parler aujourd'hui de votre dernier roman, Un regard bleu, paru aux éditions Alma Éditeur, comme tous vos romans, ou la plupart de vos romans. Peut-être pour commencer, je vais vous poser la question très classique. D'où est née l'envie d'écrire ce roman ? Alors, c'est une très longue histoire parce que c'est un livre, comme beaucoup de livres, c'est un livre né des rencontres. Alors, la rencontre avec le peintre, avec Rembrandt, et la rencontre avec Comenius, son modèle et interlocuteur. Rembrandt, j'ai dû le croiser pour la première fois quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans et j'ai vu un dessin d'éléphant qui était absolument magnifique. Et j'ai su plus tard que Rembrandt, donc l'auteur de ce dessin, n'a jamais bougé de son atelier. Je me suis dit, mais comment a-t-il fait pour dessiner un éléphant sans jamais fort probablement voir le vrai éléphant? Donc j'étais subjuguée par cet incroyable voyage imaginaire et en même temps un réalisme du dessin qui m'avait fait vraiment passer un bon moment avec un éléphant. Et Comenius, c'est une histoire qui est probablement encore plus longue parce qu'il nous suit, nous les Tchèques ou Tchécoslovaques, depuis notre premier pas dans un établissement scolaire et peut-être même avant parce qu'on entend de manière subtile ces pensées, elles sont distillées dans notre pays, je pense, de manière très présente. Et beaucoup plus tard, quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que Comenius y était déjà, parce que c'est un grand exilé. Et donc, il y a déjà l'expérience de l'exil a fait qu'il m'attendait, il m'accueillait déjà dans un pays où j'arrivais. Alors, il faut préciser, je n'étais pas l'exilé de sa trompe. J'ai quitté mon pays dans des conditions absolument différentes. Mais le savoir déjà quelque part sur le chemin était tout de même quelque chose d'amical. Ses bras étaient ouverts, sa pensée était là. Vous mettez en scène, en fait, dans ce roman, une rencontre entre Rembrandt et Comenius. Alors, ils se rencontrent dans des circonstances un peu particulières, puisque Rembrandt se fait liquider toute sa maison pour cause de dette. Et justement, est-ce que Rembrandt a connu Comenius ou est-ce que vous êtes basé sur la probabilité d'une rencontre Est-ce que c'est l'imaginaire là de l'écrivaine qui prend le dessus ou comment est-ce que vous avez justement développé cette idée ? Sur le plan historique, Rembrandt et Comenius ont vécu pendant 14 ans dans la même ville et géographiquement, ils étaient à 200-300 mètres leur maison située. Donc, on peut raisonnablement supposer qu'ils ont pu se croiser. Moi, je n'ai pas un papier officiel historique, un fait avéré de leur rencontre véritable. Par contre, il y a cette œuvre, le tableau qui est aux offices à Florence, qu'on appelle le rabbin ou un vieillard, assis sur un fauteuil, enfin bon, un titre plus ou moins générique. Et il est communément admis, à peu près dès la fin des années 60, que l'auteur est Rembrandt. Et il est communément admis, ou enfin, on va dire probable, que le modèle était Comenius. Et moi, de bâtir un roman sur deux, peut-être, ça me suffit. C'est cette conjonction-là. Et on sait que Rembrandt demandait à ses portraits des heures et un temps très long pour les poses.
Et donc rentrer dans le silence de leur atelier, de cet atelier, et d'assister à leur rencontre, pour moi, c'était effectivement une porte ouverte à l'imagination, et j'aurais adoré d'être une petite souris et assister à ces séances-là. Alors justement, le roman s'articule autour d'une sorte de dialogue, de débat, je dirais presque une disputatio, comme on disait justement au sens des débats théologiques, justement du Moyen-Âge, dont d'ailleurs les réformateurs dont faisait partie Comenius étaient très friands. Qu'est-ce qui justement, selon vous, rapproche et d'une certaine manière, ou aussi divise les deux hommes? Ils se respectent, on sent, mais ils cherchent à provoquer des réactions chez l'un, chez l'autre dans ce débat constant quand ils discutent, quand ils sont dans cet atelier? Je pense que c'est véritablement deux visions du monde qui s'affrontent et qui se confrontent quelque part. Parce que Rembrandt, c'est un regard singulier. On est au XVIIe siècle où le miroir était la vraie richesse. Les gens ne se connaissaient pas. Il n'y a pas de selfie. Donc, on va chez un peintre et on lui fait confiance que son regard et son œuvre, à la fin, c'est nous. Et donc, Rembrandt, il a ce pouvoir absolument extraordinaire de nous rendre vivants, de nous rendre immortels, quelque chose qui nous dépasse par son art du portrait et par son regard auquel on doit faire confiance. Il a eu quelques procès parce que la personne portraiturée ne s'estimait pas assez belle ou assez juste ou assez véritable, etc. Il a très souvent gagné, d'ailleurs, ces procès-là parce que c'est son regard souverain qui emportait sur la réalité. Donc, c'est quelque chose, voilà, cette singularité lui donne tous les pouvoirs. Et Comenius, il est à l'opposé, c'est un universaliste. Il regarde l'homme comme potentiel en devenir. On a tous une mère, on a tous une langue maternelle, et on a tous un potentiel à devenir le meilleur de nous-mêmes. Et donc, ces deux regards, à un moment donné, évidemment, se croisent, mais je crois qu'à la fin, ils cherchent tous les deux l'humain, en définitive. Un regard bleu, c'est le titre du roman. C'est aussi le regard de Comenius vu par Rembrandt. C'est tout de suite ce qu'il remarque en fait quand il voit cet homme dans la rue. Et si je devais utiliser une autre couleur, je dirais que c'est un peu le fil rouge de votre livre, puisque dans votre récit, justement, il y a cette idée justement de peindre Comenius. On dirait que c'est presque un prétexte en fait, que c'est plus pour discuter en fait, que le tableau est presque un prétexte à la rencontre. Il est à la fois un prétexte, mais à la fois, il est quand même une petite pointe de vanité. L'un et l'autre restent l'homme, reste très humain, reste très ordinaire. Donc, effectivement, je crois que moi, il me semblait très intéressant de bâtir autour d'un tableau qui n'est pas signé. Qu'est-ce qu'il fait qu'un peintre ne signe pas le tableau? Ça peut être effectivement l'œuvre d'un apprenti, donc qui ne mérite pas la signature. Celui-là ne ressemble pas à une œuvre d'un apprenti. Ce n'est pas une œuvre de jeunesse, ce portrait-là. Donc, moi, je suis partie dans une autre hypothèse que, effectivement, de Comenius reste quelque chose d'insaisissable, de mystérieux, impénétrable, que Rembrandt s'acharne à trouver. Et Comenius, de l'autre côté, aurait adoré avoir son nom associé à celui de Rembrandt. Donc, ces petits, comment dire, ces failles humaines dans deux génies m'intéressent évidemment. Il y en a d'autres dans le dialogue, on découvre d'autres blessures, d'autres failles qui font d'eux des hommes d'une richesse incroyable. C'est la fin de cette émission hebdomadaire qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. Passez une excellente semaine. Ahoy!